Eh oui. Alors c'est maintenant je suis en reportage avec toi alors. Comment? Je suis en entretien avec toi. Voilà. Quoi de neuf? Ben, on s'est pris la grêle. Là il y a ceux qui regardent et qui disent ah ben ils partent à la grêle. C'est un sujet ennuyeux quoi. Ouais, C'était impressionnant. Le vélo de 3 cm. Ouais, quand on se prend un gros sur la tronche, c'est vrai que ça fait quelque chose. Ouais. Carrossé aussi. Ouais. Mais moi j'ai bien protégé ma caméra. Ouais. C'était impressionnant. On était en plein soleil, puis je vois les polices s'ouvrent tout d'un coup. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas très courant quand même. Hein. Ouais. Heureusement que c'était pas le 1er mai. Ouais, ça aurait été quelque chose. Hein. Ça aurait rafraîchi les Black Blocs. Ouais, les pauvres, ça les aurait refroidis un peu. Hein. Il était le 1er mai? Fatigant. C'était vraiment la chaleur était insoutenable. J'avais pas prévu de prendre de l'eau. J'ai pris un parapluie, contrairement à de l'eau. Et cette fois-ci, j'ai fait le contraire. J'ai pris de l'eau au lieu de prendre un parapluie. Ah ouais. Comme quoi, mon sens de la météo laisse à désirer. Quoi. C'est pas du journalisme prédictif. Hein. Ah ouais, c'est pas la météo quoi. Hein. Et toi, comment ça s'est passé le 1er mai? Ah, ça s'est passé loin. Hein. Ah, tu n'étais pas là? J'étais en Dordogne et dans le Lot. Ah. Voilà, bon bah j'ai regretté de rater ça, mais c'est un peu tous les ans, hein. Avec un petit peu de Black Bloc qui s'énerve. Voilà. Il y a du monde quand même. Hein. C'est vrai qu'à but donné, moi je pense que ça devait être entre 100 et 200 000 quoi. Après je les ai pas comptés, mais c'était noir de monde quoi. Il y a beaucoup de police aussi pour encadrer tout ça quoi. Bon, après, pour moi c'est un peu un numéro de cirque, hein. Il y a le gouvernement qui coupe les oignons et puis il y a les syndicats qui pleurent. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, il y a eu quelques moments assez intéressants, notamment qu'il y avait les socialistes qui étaient au boulevard de l'hôpital, qui se présentaient, tu vois, en face aux syndicalistes, avec des gars, tu sais, à banderole bleu, blanc, rouge, là. Et ils se sont fait méchamment huer par les syndicalistes, quoi. Ils se sont fait très de traîtres et pas d'un coup fait, quoi. Ouais, il y a des deux côtés, hein. Ben ouais. Il faut savoir que Nicole Notat, qui a dirigé la CFDT, est devenue la présidente du siècle. Ah ouais. Le siècle, le club de l'oligarchie française. Après, c'est la CFDT. Le socialiste, à un certain moment, il se faisait passer pour rose, quoi, un peu là. Rouge en dessus et blanc en bas, quoi. Un peu comme les... C'est l'histoire de force ouvrière qui avait été créée par la CIA en fait. Ça se trouve facilement, hein, même chez Wikipédia. Et un peu plus bas, donc il y avait les gilets jaunes qui avaient prévu de bloquer les syndicats, donc ils ont bloqué un peu pour. Et bon, c'est plutôt bien, quoi. Alors moi, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un syndicat démocratique au moins. Un vrai, quoi, qui n'est pas à la botte, ouais. Syndicat démocratique, c'est-à-dire que c'est les membres qui décident des actions, qui font des référendums à leur initiative en interne, que ce soit les membres qui soient souverains, et pas des représentants, pas des élus. Et il n'y a aucun syndicat qui soit comme ça. Et le syndicat des Gilets jaunes, il se rapproche pas un peu de ça? Non, j'ai regardé les statuts, c'est des représentants élus. Ouais. Il n'y a pas dans les statuts, chercher, il n'y a pas dans les statuts de la notion d'un référendum, d'une assemblée des membres souverains pour prendre des décisions par référendum à leur initiative. Après ça. Oui, donc ils sont... ouais. Ça fonctionne sur le même principe alors que les autres syndicats, alors sur cette partie-là, quoi. Après, c'est un syndicat qui existe, on voit sur leur site, même c'est sur leur site que j'ai trouvé ça, historique. Il a été créé en 2015. Ouais, ça, je ne le savais pas. Ça t'étonne pas? Ouais. Il a été créé en 2015. Et qu'est-ce qu'il y avait en 2015? Ouais, il a porté un autre nom. En fait, c'était le même syndicat qui a changé 2 fois de nom. Ouais. Le syndicat Gilets jaunes, c'est sûr, c'est porteur. Et c'était un autre syndicat alors? Il portait notre nom. Et il portait quel nom Il y avait un syndicat, je sais pas quoi, du commerce, et l'autre démocrate. Je me rappelle plus le nom exact, mais il a changé 2 fois de nom. En
Entre 2015, il a eu un autre deuxième nom, puis après, c'est en 2019 qu'il a dû s'appeler syndicat Gilets jaunes. Et c'était un truc d'extrême gauche au départ C'était dans les professions du commerce, la distribution. Voilà. Tu me diras, il y a de quoi faire hein, quoi, dans la distribution. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'ils sont sûrement pas très bien défendus. Après bon, maintenant ils s'intéressent à... C'est plus large maintenant le syndicat des Gilets jaunes quoi. Bon, ils sont partis de ça, ils sont arrivés ailleurs quoi. Après quand on est membre d'une association, on a normalement le droit de voir les comptes. Après ça peut aller plus loin hein, dans une organisation démocratique, elle peut décider ça peut être dans ses statuts, de publier les dépenses et les rentrées. Ça peut être un produit anonyme, hein, mais savoir quels sont les salaires, comment est dépensé l'argent, tout ça. Pour moi, dans un syndicat démocratique, c'est ce qui doit se faire. C'est vrai que je connais pas trop le statut du syndicat des Gilets jaunes, mais bon. Ah ouais, je connais plutôt les autres quoi, et surtout la réputation se paye quoi. Surtout le fait que les autres syndicats sont financés par l'Europe. Ouais. C'est vrai que ça c'est un petit bug au départ quoi, ce truc-là. Ça dépend si c'est conditionné en fait. Est-ce que c'est un moyen de pression ou pas? Par exemple, les partis politiques sont des financements publics. Ils font dépasser 5% des remboursements des campagnes. Ils ont plus de 50 candidats à 1%. Aux législatives, ça leur fait 1,50 € par an et par mois. Il fait par exemple 17 millions d'euros pour le Rassemblement national parce qu'il a fait presque 11 millions de voix pour les tours législatifs. Donc ça, c'est le financement public. Mais c'est pas un financement public qui est conditionné par le discours qu'on porte ou la politique qu'on défend. C'est conditionné par le fait de respecter certaines règles quant à la campagne, quant à la transparence des comptes, quant au fait qu'on sache d'où l'argent vient, c'est-à-dire que les donateurs, ils ont certaines limites, un plafond de 7 500 € par an, ils doivent être soit français, soit habités sur le président français, enfin voilà, il y a des conditions pour pas n'importe quoi. Bon. Donc c'est un financement public. Qui ne me dérange pas en soi, sauf que je suis pour la suppression des partis. Donc ça c'est dans une constitution démocratique, on n'aurait plus besoin de payer des campagnes électorales si on fait des réformes d'initiatives citoyennes au sommet, des assemblées de tirés au sort, et puis des élus sans candidature. Des élections sans candidat, vous pouvez chercher, ça existe. Donc éventuellement les gens ils mettent un nom, ils veulent tel ministre ou tel maire, ils mettent le nom puis celui qui arrive au premier, il devient le maire ou le ministre, jusqu'à la prochaine votation, par exemple un an après. À partir de ce moment-là, il y aurait plus de campagne électorale à payer. On aurait comme élu des gens qui ne se mettent pas forcément en avant. Donc on a besoin de partis politiques. Mais en attendant, on a des partis politiques avec du financement public. Ça n'empêche pas qu'il y ait un parti trotskiste. Voilà. Donc le parti trotskiste, il accepte ces règles. Parce qu'il pense que c'est intéressant de les utiliser. Et d'avoir l'argent public pour agir. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas un discours trotskiste. Donc ça, le financement public, dans ce cas, c'est pas dérangeant. Après, si leur financement public, ça les oblige à se soumettre, c'est embêtant. Il y a aussi, par exemple, ce qui s'était passé, il y a eu un procès du syndicat du patronat de la métallurgie. Parce que là, il y avait eu des malversations. Et en fait, l'accusé principal, il a raconté qu'en fait, l'argent, il ne peut pas dire à qui il était donné parce qu'il servait de lubrifiant social. En gros, en fait, ce syndicat du patronat de la métallurgie, il utilisait de l'argent pour corrompre des syndicalistes. C'était ça le lubrifiant social. Et bon, c'est ça qu'on a en fait. Dans des grands syndicats, des personnes qui peuvent être corrompues. Après, il peut y avoir aussi des menaces. Bernard Thibault, là, il y avait son chat qui s'était fait tuer. Enfin, il peut se passer des choses comme ça. Voler l'ordinateur d'une personne pour trouver des dossiers sur lui.
Ouais, sortir des affaires. Voilà, pour corrompre la tête d'un syndicat. C'est aussi pour ça c'est important que ce soit démocratique, parce que autant on peut faire corrompre la tête, la couper, etc. C'est elle qui décide. Mais si la véritable tête, c'est toutes les têtes, c'est-à-dire c'est une décision démocratique, ce sera difficile de couper toutes les têtes. Et on revient à Kay Lugila qui regrettait que le peuple n'ait pas qu'une seule tête à couper, quoi. Et là on se remettrait, on mettrait les choses en place, quoi. C'est aussi l'intérêt de la démocratie, c'est que c'est difficilement corruptible. De la façon de le corrompre, le peuple en fait c'est plus désinformé. C'est d'avoir les médias, dire regardez en 2017 Macron ça va être vraiment va être différent avec lui, c'est vraiment le génie des finances, le Mozart des finances, c'est comme ça qu'avait décrit. C'est totalement le contraire de ce que vous avez vu avant, c'est avec lui. C'est vrai que c'est le contraire. Alors en fait ce qu'il faut pour pallier à ça, c'est l'égalité de l'expression du pour et du contre. Quand il y a une votation. Ouais, la possibilité d'avoir un libre arbitre, et de choisir Pourtant, je vais tirer au sort, confronter aux experts, aux avocats pour et contre, à partir de là, et juge. Et l'avocat de la défense et l'avocat de l'accusation, vraiment, il a autant de temps d'expression. Nous, c'est ce qu'on n'a pas eu, le dernier référendum qu'on a eu en 2005, il y avait, je sais pas, 80% du temps d'antenne ou 90% qui était pour le oui, dans tous les médias de Le peuple a quand même répondu non à 55%. Mais quand même en étant influencé, c'est-à-dire quand même j'ai voté oui. Mais si j'avais su en particulier ce qu'il y avait sur la création monétaire, j'aurais voté non. C'est en 2008. L'article 123 du traité de Lisbonne, l'article 104 du traité de Maastricht, sur le fait que les États n'ont pas le droit de créer la monnaie, mais ils doivent laisser créer par les banquiers privés qui font des sous. Toi qui aimes beaucoup lire, rappelle-toi du papier qu'on nous avait donné à bouffer, quoi. C'était un truc imbitable, leur truc là. Oui, mais on pouvait l'expliquer. Et en particulier, il fait le choix. C'est là où il a commencé à être connu, parce qu'en fait, c'était un prof d'économie. Et il l'avait lu et il avait fait un site là-dessus. Il a eu même un débat avec Strauss-Kahn. Mais n'empêche qu'on le voyait très très peu. Les gens qui étaient contre, on laissait très très peu s'exprimer. Donc moi j'ai voté oui, mais en espérant pratiquement qu'on l'emporte, parce que j'étais en train d'hésiter. En fait, moi je n'avais pas voté, mais j'espère que l'on l'emporte quand même. Mais si l'égalité médiatique avait été là, le nom n'aurait pas été à 55%, il aurait été à 80 ou 90%. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais après coup, à la télé, il a dit que les Français s'étaient trompés, que les députés, après j'ai peut-être transformé un peu ça, mais c'était les députés qui votaient à la place des Français, parce que les Français s'étaient trompés, quoi. Heureusement les députés étaient plus intelligents qu'eux. Et merci les députés. En fait, par exemple, pour changer la Constitution, il y a deux possibilités en France. C'est soit le référendum, soit le congrès, c'est-à-dire les députés, les sénateurs qui se réunissent à Versailles pour voter. En fait, la plupart du temps, ça a été le congrès. Ça a été très très peu le référendum. Il y a eu 25 changements constitutionnels. Il y a eu 23, ça a été par le congrès et 2 par le référendum. En 62, c'était pour l'élection du président. Et en 2000, c'était pour passer du septennat au quinquennat. En Suisse, tout changement constitutionnel, c'est par la population. Et ça, c'est légitime, quoi. Ça, déjà, là où ça pose une démocratie, même s'il y a pas mal de choses aussi en Suisse. Mais là, non, on n'est pas en démocratie, parce que ce qui dit si c'est la population qui est souveraine, c'est elle qui décide en dernier ressort. Ça veut dire au-dessus, supérieur l'étymologie. C'est vrai. Normalement, si le peuple s'est exprimé par un vote, on n'a pas à revenir en arrière, quoi. On n'est pas supérieur. On élit Sarkozy, on élit Hollande, et après on a la même politique, quelques détails près. C'est du spectacle. C'est vrai, c'est un théâtre de marionnettes. Tous les 49.3 qui sont passés comme une lettre à la poste. Je ne vais pas me mettre d'accord avec l'extrême droite, moi je ne vais pas avec l'extrême gauche. Ils vont discuter sur des petits trucs, discuter sur le mariage homosexuel. Sur ce
qui se passe avec la gauche. sur la politique extérieure aussi, ça, ils sont d'accord pour être... moi je prends ça, toi tu prends ça, on se dispute, on fait semblant de se disputer sur ça, quoi. Mais par contre, on reste en Europe, hein. D'accord, hein, on est copains. Hein. En plus que rester en Europe, il y a un truc plus profond que rester en Europe ou pas y rester, c'est cette création monétaire par les banquiers. Et la Grande-Bretagne, elle a beau être sortie de l'Union Européenne, elle y est toujours. Nous aussi, hein, on a eu déjà la Banque de France, elle a été privée de 1805 jusqu'à 1944. Après, elle a été publique, donc l'État français crée lui-même la monnaie à taux zéro. Et ça a été déjà interdit par la loi du 3 janvier 1973. Voilà, le Trésor public n'avait plus le droit d'emprunter à taux zéro. C'est vrai que le président de la Banque de France s'appelait Jean-Claude Trichet, quoi. Oui, oui. Et Trichet, franchement, il avait... Ça s'appelle les aponymes quand les gens ont le nom qui correspond à ce qu'ils font. Ouais. Et puis le déficit de la France, il a commencé en 1974, après cette loi 3 janvier 1973. Mais c'est presque organisé en fait. Ouais. Parce qu'on endette l'État français, donc c'est les banquiers qui s'enrichissent. Après, on dit les services publics, tout ça, ça coûte trop cher. Donc on les vend. On les vend ou même... on les donne. On les vend en fait au privé, au secteur privé et au secteur bancaire. Donc c'est gagnant-gagnant pour eux. Ouais, on donne à la Française des Jeux, on donne les autoroutes qui ont été payées, les centrales nucléaires qui ont été payées par les Français. Maintenant, on voit le coût de l'électricité. Hein. Et tout ça, ça fait des morts. Rien que par exemple les autoroutes. En Allemagne, elles sont gratuites. Donc du fait qu'elles soient gratuites, il y a beaucoup plus de circulation sur ces autoroutes. Donc déjà, il y a moins d'accidents sur les routes qui sont les plus dangereuses, qui ne sont pas les autoroutes. Et en plus, le fait que les autoroutes soient plus denses, ça fait moins d'accidents mortels parce que ce qui est dangereux presque sur d'autres, c'est plutôt qu'elles soient c'est moins de circulation. Donc les gens s'endorment. Voilà. Sur une autoroute gratuite, il y a plus de circulation, il y a un peu plus d'accidents matériels, mais il y a moins d'accidents mortels. C'est un vrai délire avec les autoroutes accès gratuits. Et c'est simple. Le carburant il est taxé à 314%. Il y a de quoi financer les autoroutes. Donc il y a pas de problème là-dessus. Il y a bien sûr les hôpitaux, on organise des déserts médicaux. La gabegie du Covid aussi. Les médecins, ils étaient bien contents aussi qu'il y ait le numerus clausus, qui fait que maintenant on n'a plus assez de médecins. Vous n'avez pas pensé que la population, il y a des démographes qui prévoient comment évolue la population sur 10 ans ou 20 ans. Maintenant, on met bien un numerus clausus qui fait qu'on n'a plus assez de médecins. On va les prendre à des pays étrangers, des pays plus pauvres, on va les prendre en Afrique. Ouais. Alors que là-bas, il serait aussi bien utile. Ah oui, tout à fait. Oui, ça fait moins de frais, hein. Si les gens ils sont passionnés puis meurent vite, Ouais. C'est vrai que ce qu'on connaît de la retraite, c'est la cotisation. Par contre, on s'oriente vers une vie, pas une mort, disons plus tôt, quoi. Là, il va y avoir l'euthanasie. Et l'euthanasie, on voit dans les pays où elle existe, en fait, il y a une mortalité des pauvres par rapport à ça, parce qu'on est pauvres, on vient de la société, donc on dit, je vais me faire euthanasie, plutôt qu'embêter le monde, etc. C'est assez pénible comme ça. Donc voilà, ça va être encore une mort à deux vitesses, quoi. Une mort économique. L'euthanasie pour les pauvres. Ah, ça y est, on est arrivé.